Avant de commencer, j'ai conscience que peut-être toute cette journée, c'est un prétexte pour qu'on se réunisse, pour qu'on célèbre quelque chose ensemble. Et qu'au fond, on va parler, mais qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va s'imprégner réellement? Qu'est-ce qui va rester gravé au fer rouge à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur du cœur, à l'intérieur des tripes? Ça, c'est, comme on l'a dit ce matin, ça dépend de la clé de résonance. Hein. Comme l'a dit le médecin qu'on écoutait tout à l'heure, c'est peut-être une phrase lâchée par hasard qui sera retenue. Alors, vraiment, mon intention, c'est que vous ressortiez avec de la joie au cœur, l'envie de croquer le monde, de se dire, mais chouette, tout ce qui nous arrive est une vraie chance. J'ai plein d'emmerdements, mais c'est vraiment une opportunité grandiose de se transformer. Et que vous sentiez léger, pas avec la tête lourde. Et pour ça, on a des journées où on parle beaucoup, parce qu'on est des êtres de blabla. Hein. Chantal a eu du mal à vous ramener d'ailleurs dans la séance, parce qu'on est des êtres qui aiment bien partager. Mais on a peu de rapport au corps alors qu'on parle que de ça. Donc peut-être pour ceux qui auraient envie, si vous avez envie de vous étirer, de bâiller, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous avez envie. C'est en hypnose, on dit vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Ils font ça tout le temps au gouvernement. Vous ne serez jamais confinés. Ah bon ? Merde. Et avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier le Cèdre, parce que ça fait plusieurs fois que je peux revenir. Donc ça me fait un petit voyage en Bretagne. C'est un vrai plaisir à chaque fois. Et puis je suis très admiratif. Moi j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce qui se passe ici. Parce que dans les différentes dimensions que Patrick a développées ce matin, voilà, un peu le ciel, le plan ici et puis l'enracinement profond, je vois que c'est vraiment une très belle initiative et pour moi ça me donne de la joie et de l'espoir, ça me donne envie d'en témoigner ailleurs, de dire mais regardez c'est possible, c'est beau et ça donne envie. Et donc un grand merci à tous ceux qui organisent aujourd'hui, je sais que c'est beaucoup de travail, qu'il y a toute une équipe de bénévoles derrière, qu'il y a des petits lutins qui veillent sur les 3 petits moutons régulièrement et donc ils nous font à manger et nous on vient mettre les pieds sous la table et waouh, c'est une chance d'être invité. Et en plus quand on invite les gens, vous avez vu, on met la plus belle table, hein, on met les plus belles fleurs, on met ses plus beaux habits, j'en ai pas beaucoup, et pour montrer le meilleur de ce qu'on a. Ah, c'est pas pour rien que je vous parle de ça. Pourquoi ? Parce que le thème qui m'a été assigné par Patrick, c'est la question de la guerre. Et la question de la guerre, pour moi, ça résonne à l'intérieur de manière assez douloureuse. Comme quelque chose qui fait peur, comme quelque chose qui pourrait nous amener à l'autodestruction mutuelle, assurée, vous savez, comme dans la dissuasion nucléaire. Et il s'agit de cette guerre entre les médecines. Et il faudrait sauver quelqu'un, il faudrait sauver un soldat. J'arrive pas à le comprendre comme ça, moi. Parce que ça fait 4 ans que j'essaye, à ma petite mesure, avec plein de gens, d'essayer de porter une voix non violente, une voix diplomatique, une voix qui, justement, essaye de faire cette alchimie dont on parlait tout à l'heure, de transformer une situation de merde en quelque chose de constructif. Et c'est pas du tout évident, c'est pas donné. Et donc je vais poser un certain nombre de concepts, peut-être avant de vraiment développer ma pensée sur cette idée du conflit, de la guerre, du combat, de la non-violence, de l'alchimie de la violence en quelque chose d'autre. La première que je voudrais poser, c'est cette idée que finalement on va arpenter la Terre depuis notre naissance dans une confrontation brutale avec la matière. Ça peut être l'enfant qui va se cogner sur le coin de la table, ça peut être les premières écorchures en faisant du vélo, ça peut être l'engueulade avec sa femme, bam, 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 ça va venir taper très très fort, on va frotter à frottement dur avec le monde. Et ce frottement dur, il est là pour nous aider à nous individuer, à prendre notre forme. Cette confrontation au réel et à la matière brute, elle nous aide à circonscrire la limite. Et paradoxalement, elle nous ouvre des espaces de liberté. Quand l'enfant se cogne sur le coin de la table, bing, bing, bing et re-bing, jusqu'à ce qu'il arrive à mettre sa main sur le coin de la table, basse, vous savez, celle chez votre mamie, où vous avez mis un coin en plastique pour le petit bébé, à force tellement... Oh non. Vous ne pouvez pas lui mettre un casque à votre gamin, hein, ce serait dommage. Il n'apprendrait jamais que peut-être ce truc sur lequel il vient de se cogner 270 fois, il va mettre sa main dessus et pour la première fois, il va réussir à se dresser debout. Il était à 4 pattes et il se met debout et il voit le monde plus grand. Oh, il y a encore tout ça à explorer, waouh! Avec un émerveillement de l'enfance.
Une innocence retrouvée à travers la contrainte. Et c'est toute la question de l'école classique. L'école classique en danse, en théâtre, c'est une école rigoureuse, où il y a énormément de contraintes, tout le temps. Vous savez, peut-être qu'il y a des professeurs de danse parmi nous, voilà. On rigole pas, quoi. Hein, voilà. On fait bien les choses, etc. Alors maintenant, on fait la danse moderne, etc. Mais au fond, l'école classique, elle est là pour dire, mets-toi dans cette contrainte-là, et essaye de trouver les degrés de liberté. Essaye de trouver les failles, les bifurcations, les endroits où tu vas pouvoir construire. Ça vous rappelle quelque chose? On a parlé ce matin d'une sorte d'orthodoxie de la médecine chinoise, qui aurait une voie juste, la voie, la vraie. Mais vous avez vu, ils l'ont foutu en l'air en Chine. Et on a dit, mais en France, des gens ont essayé de tenir cette voie orthodoxe. Et en même temps, elle est à l'origine d'une extraordinaire fécondité. Il y a tout plein de créativité à partir de ça. Tout plein d'apprentissages nouveaux. C'est pareil pour les enfants, si vous y pensez, la vie à l'école, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant. On vous lève le matin, il faut se lever, se brosser les dents, partir avec son petit sac, on a bien préparé la veille, il faut avoir préparé ses leçons, on arrive, la cloche sonne, poum, tout le monde en rang, on se tient par la main, on rentre, c'est l'heure de telle matière, poum, la cloche sonne, c'est l'heure d'après, poum, la cloche sonne, c'est la récré, 15 minutes, poum, la cloche sonne, on rentre, poum, la cloche sonne, c'est l'heure de la cantine. C'est insupportable. C'est une vie de tôlard. Vous savez que les enfants ont probablement moins de sorties dans une journée scolaire que des tôlards en tôle. Et vous le voyez même peut-être, je ne sais pas comment est le collège du coin, mais l'architecture des collèges est de plus en plus carcérale. Il y a des grilles à l'entrée, on a l'impression que ça pourrait être une prison. Et pourtant, dans cet espace-là, les enfants rigolent, se font des amis, apprennent plus que jamais ils ont appris. Il y a comme un paradoxe. Comme si au cœur de la contrainte, à l'endroit où on était le plus serré, on était obligé de trouver une sortie vers quelque part. Ça vous rappelle quelque chose? Les contractions utérines? Et vous êtes obligé de sortir, de trouver une voie vers autre chose de beaucoup plus grand, la vie. Ah. Quelle expérience qui commence. D'accord. Donc c'est la première chose. La contrainte est une opportunité pour aller développer sa créativité, retrouver son innocence et se mettre à avoir une fécondité au monde importante. S'il n'y a pas de contrainte, il ne se passe rien. Si vous êtes à 37 degrés, climatisé, bien au chaud, dans le ventre de votre maman, et qu'il n'y a jamais de mise en travail, vous pourriez y rester toute la vie, c'est sympa. Vous êtes branché, nutrition par perfusion, le cœur de votre maman en phase avec le vôtre, lumière rose tamisée, tout va bien. 37 degrés, isolement sensoriel, vous avez accès au grand tout, quoi. Enfin. La non-souffrance. Mais non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas comme ça que ça va se passer. La baignoire va se vider d'un coup sec au moment où on perd les os. Il fait froid. Qu'est-ce qui se passe? Le cordon va avoir des strictions. J'ai plus rien à bouffer, j'ai plus d'oxygène. Je vais crever, il faut que je sorte de cette merde. Et il faut sortir, il faut sortir. Si vous sortez pas, vous en mourrez. Vous savez que les bébés post-terme, on les déclenche. Parce qu'on sait qu'il y a plus de morti-naissance quand le terme est dépassé. Donc il faut être chassé de la matrice maternelle. Comme on a été chassé de l'Éden chez les chrétiens. Vous allez être condamné à sortir. Voilà, vous étiez à poil, vous viviez tranquillement. Non. Vous allez mettre une petite feuille de vigne et vous allez partir dans la vie à connaître et le bien et le mal. Ok. Donc la souffrance, c'est l'expérience ensuite qui va suivre dans la vie. Et cette souffrance est connotée négativement. On nous donne tout le temps une connotation négative, alors je viens de vous dire que peut-être elle était absolument nécessaire, qu'elle allait être l'expérience permanente de la vie sur Terre. C'est vrai chez les bouddhistes, c'est vrai chez tout le monde, c'est vrai chez les chrétiens en fait. Vous allez passer votre temps à mourir et à renaître, mort et résurrection, péché et réconciliation, mort et réincarnation, etc. Vous êtes dans l'impermanence. Tout passe. Il n'y a que l'instant présent qui est condamné à disparaître. Et dans ce cycle-là, on essaye d'accompagner cette souffrance. Et l'accompagnement de cette souffrance pourrait être résumé par 3 ordres d'accompagnement. Un accompagnement symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire souffrir? Qu'est-ce que ça veut dire être sur Terre? Raconter une histoire, essayer de mettre des mots pour que ça prenne un sens collectif, partagé, où on arrive à se dire, tiens, c'est quoi vieillir, être malade, mourir, subir des deuils, se fâcher? Toutes ces souffrances. Pourquoi? Et donc on met des mots dessus en fonction des cultures et on partage ça. Ça donne un sens. Et rien que de mettre des mots, rien que de raconter une histoire, ça aide. Ah, je pars dans le grand tout avec les 10 000 vierges, pas mal. Ou je me réincarne
en crotte de chien pour certains présidents de la République. Alors, ça donne un sens, quoi. On comprend pourquoi ils ont cette vie-là. On se réincarner en crotte de chien. Il y en a qui se réincarneront en beau trèfle à 4 feuilles ou en aigle majestueux. Chacun son choix. Mais ça donne un sens, d'accord. Ce premier ordre de remédiation à la souffrance, c'est de donner un sens, raconter une histoire, qui nous renvoie finalement au cosmos, à comment ça s'intègre à l'univers, quel est le point d'articulation. Ce dont on parlait ce matin, qui était cette idée de cette dimension un peu transcendante, universelle, comment nous sommes des êtres avec une destinée universelle. Puis une deuxième dimension de remédiation ou d'accompagnement de la souffrance, qui est une dimension sociale, des pratiques sociales. Serrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui ne va pas bien. C'est pas une histoire tout seul. On n'est pas là pour arpenter la vie en solitaire. Non, on n'est pas fait comme ça. Vous avez vu, à chaque fois qu'on vous laisse tout seul, tranquille, 2 minutes, vous vous mettez à blablater. Il y a assez peu de gens qui s'isolent dans leur coin avec un mouton. En général, les humains s'assemblent entre moutons. Et vous vous mettez à vous parler les uns les autres. Et donc on a plein de pratiques sociales qui sont là pour ça. Ça peut être les obsèques, ça peut être... Il y a plein de pratiques, quoi, qui normalement sont codifiées, sont assez simples, et qui peuplent notre quotidien. Ce sont des répétitions, des choses qui sont transmises de génération en génération. Il n'y a pas besoin de l'écrire, il n'y a pas de livre dessus. Par exemple, comment on se dit bonjour. Et il y a une adaptation, en plus on ne se dit pas bonjour entre garçons et filles, on ne fait pas la bise pareil, on ne va pas faire l'accolade pareil. Normalement c'est assez bien codifié et c'est fait par imitation, par ritualisation mimétique. Ok. Peut-être c'est cette deuxième dimension de l'humain dont on parlait tout à l'heure aussi, qui est sa vocation existentielle. Il existe dans quelque chose d'autre, de plus grand que lui. Et en même temps il est lui à l'intérieur de quelque chose de plus grand. Je à l'intérieur de nous. Et il trouve sa réalisation en participant à nous. Si dans ce cas je pense à certains présidents de la République, je suis le start-up moi-même, dans la start-up nation, dans le start-up world. Ils sont malheureux. On sent qu'ils sont malheureux. Donc cette réalisation, elle passe par une intégration à plus grand. Ok. Et puis il y a une troisième dimension de remédiation, d'accompagnement de la souffrance, c'est la dimension technique, techné. Cette capacité inouïe qu'a l'humain à transformer la matière. C'est-à-dire nous sommes déjà peut-être une source qui a pris sa forme avec cette grosse antenne, on parlait Fabien, qui est notre cerveau avec ses replis, etc. Une antenne, je ne sais pas combien de G, qui est capable de capter plein d'informations, et on prend notre forme. Et nous, en retour, on peut donner de la forme aux choses. On prend un arbre, on le découpe, on en fait un plancher. On est capable de stabiliser la matière, de la rendre pérenne, de lui faire traverser le temps. Que cet instant présent suspendu, qui devrait partir, nous, on en fait quelque chose qui reste. On le fait avec de la matière brute, un arbre qui devient une planche, et qui va rester un certain nombre d'années, mais on le fait avec l'information. L'information va devenir une théorie, cette théorie va être enseignée dans les livres, va devenir une théorie scientifique, et elle va rester là. Comme quelque chose qui stabiliserait notre réalité dans un monde trop grand, trop vaste, où on ne comprend rien, et on crée une réalité fictive, une histoire qu'on raconte, et on surimpose des choses à ce réel. Ok. Donc ça, c'est la deuxième dimension que je voulais vous expliquer. L'accompagnement symbolique, social et technique de la souffrance. Avec une hyperinflation et un hyperinvestissement dans le champ de remédiation technique à la souffrance aujourd'hui, pour un désinvestissement relatif des champs sociaux et symboliques. Ouf, je suis peut-être allé un peu vite. Le champ symbolique, l'histoire qu'on raconte, qu'est-ce que ça veut dire? Être malade, vieillir, mourir? Ça ne veut plus rien dire. Ça n'a plus de sens. On ne raconte plus l'histoire dessus. C'est un dysfonctionnement de la matière, point. Ah bon? C'est tout? C'est un peu faible. Tous les gens qui sont confrontés à un cancer, ils se posent la question existentielle, la question cosmique. Pourquoi moi? Qu'est-ce que ça vient foutre là? On aura beau les guérir avec tous les médicaments qu'on veut, il restera la question, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'il y a des gens qui ont juste des migraines, qui finissent par s'en suicider. Tellement c'est insupportable d'avoir des migraines. Donc c'est pas que un problème de remédiation technique, ils pourraient se bourrer de morphine, de tout ce que vous voulez, pour ne plus souffrir. Non, il y a un pourquoi derrière. Aujourd'hui, notre médecine occidentale, allopathique, a hyper investi le champ technique.
Elle donne des remèdes à plein de choses. Elle a plein de médicaments, elle a plein de techniques. On est capable de réouvrir des artères du cœur. On est capable de gonfler des petits ballonnets à l'intérieur des artères coronaires quand il y a un infarctus pour réouvrir et refaire circuler le sang. On est capable de faire des radios dans tous les sens, des IRM, des scanners, de mettre des prothèses en titane. C'est incroyable quand on y pense. Le tout sans aucune souffrance, grâce à l'anesthésie. Je suis anesthésiste réanimateur, j'ai oublié de le dire. C'est le plus beau métier du monde, bien sûr. Et ça, c'est très technique. C'est de la transformation de la matière en autre chose. Techné. Mais ça ne veut plus rien dire. Et c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux il y a 2 ans, quand je suis venu aux Humanidays, d'entendre des praticiens, des tradis praticiens d'un peu partout dans le monde, chaman chef Lakota amérindien, druide celtique, guérisseur africain, médecin ayurvédique de Pondichéry ou autre. Pour moi, était extrêmement exotique, je ne vous le cache pas. Vu de la réanimation. À chaque fois, quand ils expliquaient leur système médical, il y avait une cosmogonie, il y avait une explication de la place de l'homme dans l'univers. Qu'est-ce qu'il y avait le mélange des humeurs, du feu, de la terre. Il y avait un récit qui racontait quelque chose. Et puis pareil, dans les pratiques sociales, il y avait plein de pratiques sociales dans toutes les choses. Je me souviens de Clément, un guérisseur africain, qui dit « Mais Louis, si tu guéris quelqu'un, si quelqu'un est malade dans le village et que tu le guéris, mais quelqu'un d'autre sera malade de la même maladie un peu plus tard. Quand quelqu'un est malade dans un village, c'est que tout le village est malade. Il faut que tu soignes tout le village. Ah bon? Ça veut dire que quand quelqu'un a un diabète, si je me borne à soigner le diabète, un autre aura le diabète. Ah oui, bien sûr, on est tous malades du sucre, vous savez. C'est une phrase de Fabien, personne n'est plus fort que le sucre. D'où la tarte aux fraises, tout ça. Et la malbouffe que Fabien a dévoilée. Et personne n'est plus fort que le sucre et la patate. Frites. Ok. Donc, notre médecine a hyper investi le champ technique de remède, mais désinvesti le champ symbolique et désinvesti les champs sociaux. Et on nous parle de guerre. Donc, voilà. Déjà ça, comme prémisse. Ensuite, une autre notion. C'est quoi la guerre? C'est pareil dans les textes anciens, ça commence très tôt. Caïn et Abel. Vous connaissez cette histoire? Je veux tuer mon frère, parce qu'il est plus aimé de Dieu que moi. C'est ça l'histoire de Caïn et Abel. Et il le tue. La guerre, c'est la volonté d'éradication de l'ennemi. C'est le faire disparaître. Et cette guerre naît toujours, et on l'a tous appris à l'école, d'une humiliation. De quelque chose qui est de l'ordre d'une perte de son propre narcissisme, d'avoir perdu sa propre beauté. Et comme j'ai perdu ma propre beauté, et que je n'arrive plus à la voir, je n'arrive plus à voir la beauté de l'autre. Et je ne vois que ce qui est laid en moi, et donc je vois que ce qui est laid dans l'autre, et je veux le détruire, parce que ce miroir est insupportable. Aujourd'hui, effectivement, la médecine allopathique occidentale, conventionnelle, est en guerre contre toutes les autres médecines. Parce qu'elle est humiliée, parce qu'elle est traînée dans la boue, parce qu'elle ne ressemble plus qu'à l'image d'elle-même, parce qu'elle n'est plus aimée. Ah, question de l'amour. Ok, je vais vous donner une dernière chose avant de vraiment rentrer dans le champ de la guerre. Mais à la fin, la conférence sera finie à force de prémices. Imaginez que toute notre vie soit une suite d'extractions depuis la matrice. Nous faisons partie de la matrice. Nous sommes dans le grand tout, comme une gigantesque slime de pâte à modeler, dont nous faisons partie. Et nous sommes extraits à frottement dur de ça. Ou pas. Mais ou pas, ça veut dire qu'on reste dans la matrice. On n'aura pas de vie propre. On sera conforme. On sera dans une conformose chromique, dotée d'une conformite aiguë. On ne veut surtout pas sortir, on veut rester dans le confort. Parce que ça fait mal d'être extrait. On a dit que c'était des processus initiatiques avec de la souffrance. Et donc il y a plein de gens qui veulent rester intégrés dans la matrice. Et ils ont peur des gens qui sortiraient, parce qu'ils savent qu'ils sont dangereux, donc ils leur tapent sur la tête. C'est insupportable que quelqu'un soit différent. Il faut qu'on soit tous pareils, qu'on pense tous pareils, qu'il y ait des fact-checkers, qu'il y ait une officine de vérité, qu'il y ait une inquisition pour éviter l'hérésie. Et ces gens-là ne font rien. Ne font rien qu'essayer d'empêcher l'initiation des autres. Puis, il y en a qui sortent, et puis ils tissent un fil avec le tout, avec les autres, avec la matrice, avec le monde, avec l'univers. Mais ils sont eux, ils sont individués. Mais il y a un fil de relation. Et quand eux bougent, quand ils font quelque chose, une entreprise, une école,
une activité de soin. Quand eux bougent, la corde sonne, elle vibre, elle est bien tendue. Le monde entier résonne. Tout change. Ils sont capables de transformer le monde et l'univers à chaque fois qu'eux-mêmes font quelque chose. C'est ce que ressentent profondément tous les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, il n'est pas chef d'entreprise pour l'argent. Vous comprenez bien, surtout pas en France. Ça faudrait être fou. C'est qu'il sent que là, ça bouge, quoi. Il fait bouger le monde. Il est en relation profonde. Il vibre en harmonie et en résonance avec le monde. Et il va chercher ça comme un craving tout le temps. Et après, tous les gens qui sont en conformose chronique, une conformité aiguë, qui font partie en général de l'administration. En France, vous faites une entreprise, vous avez 17 administrations sur le cube direct, hein, dont le monde fiscal, etc., vont tout faire pour vous empêcher de faire bouger la matrice. Parce que vous allez la mettre en résonance et fracasser des choses, hein, et en faire émerger des nouvelles. Ok, ça c'est celui qui a bien tendu le fil d'initiation. Il a été initié juste comme il fallait. Il a traversé des souffrances. Vous regardez, tous les gens qui ont eu une capacité d'agir dans ce monde ont traversé des souffrances. Mais guidés par un chaman bienveillant, accompagnés par de l'amour. On est juste ce qu'il faut, la bonne dose. Pim, le coin de la table, hop, une petite main secourable pour m'aider à me mettre debout et me poser ma toute petite main sur le coin de la table, m'aider à en prendre conscience et prendre conscience de moi. Ok, juste guidés comme il faut. Et ils se sont mis debout. Et puis vous avez ceux qui ont été initiés à frottement tellement dur que quand ils ont été extraits de la matrice, ils ont cassé le fil. Tac. Et eux, ils sont à la dérive, ils sont partis. Ils sont dans la stratosphère. Ils n'ont plus de lien avec le monde. Et ils sont comme quelqu'un qui est dans une combinaison de spationaute au fond de l'espace glacé. La jauge d'oxygène baisse, ils savent qu'ils vont en crever d'être seuls. Et ils deviennent fous, ils tournent dans le noir, vous savez, comme dans ces films de science-fiction, où on a peur. Ah mince, il a quitté la navette. Ils tournent et ils deviennent fous. Ils pensent qu'ils sont eux la matrice. C'est eux le monde, c'est eux l'univers. Je suis Jupiter, toujours le même, c'est mon exemple clé. Ils pensent qu'ils sont le monde et la matrice. Et donc ils vont vouloir prendre toute la place. Ils vont vouloir, dans une culture du viol, dans une culture de la violence, dans une culture de la pénétration, ils vont vouloir reprendre le lien avec les autres tellement ils sont seuls. Ils ont un craving pour ça. Vous les appelez pervers narcissiques, vous les appelez comme vous voulez. Ils sont très nombreux. Hein. Et ils vont avoir cette culture-là d'essayer de reprendre toute la place, tout le temps, d'avoir tout le pouvoir, tout l'argent. Ça s'incarne chez des humains, mais ça s'incarne dans les structures, ce que je viens de vous dire. Une multinationale financiarisée, globalisée d'aujourd'hui, c'est une structure complètement paranoïaque, complètement tordue au niveau psychiatrique. Imaginez, vous êtes boucher. Vous vendez de la viande au coin de la rue. Vous vendez un peu de viande à un peu de public. Vous avez un peu de pouvoir, un peu d'argent, vous avez un peu de communauté. Ça va, vous avez trouvé un équilibre. Vous faites résonner le truc comme il faut. Pourquoi vous voudriez vendre toute la barbaque à toute la Terre? Sur tous les continents. C'est un truc, il faut être fou en fait. Il faut être fou. Ils ont cassé le lien, tac. Et ils le cherchent à le retrouver par tous les côtés. Ok, ceci étant posé, nous revenons à la médecine allopathique occidentale. La perversion qui veut prendre toute la place. Je fais un lien entre les deux, hein, mais j'ai jamais dit que c'était la même chose. Hein, parce qu'on est filmé. Et dans une dynamique paranoïaque. Elle veut prendre toute la place. Dans une espèce de rêve néocolonial consistant en fait à une guerre d'appropriation et d'expropriation. Mais la guerre, elle a toujours trait qu'à ça. Hein. Je veux prendre ton territoire. Tu plantes des aiguilles? Non, non, c'est à moi. Je suis médecin acupuncteur. Il n'y a que les médecins qui ont le droit de faire de l'acupuncture. Ah bon, pourquoi? D'où? C'est à moi, il n'y a pas de raison. Il y a cette violence-là, qu'il n'y a pas de raison, c'est juste ça m'est insupportable. Ce que disait tout à l'heure le médecin, là, le docteur Crespi, quand il a interrogé le chef de service, ça m'est insupportable de voir que quelqu'un d'autre pourrait faire ce que je fais. Et peut-être même le faire mieux que moi. Ah d'accord. Donc on en vient à cette question de la guerre et du combat. La guerre, ce serait la volonté d'éradication de l'ennemi, jusqu'à la mort. Et probablement face à des gens qui ont perdu tous les liens, qui sont dans la paranoïa extrême, quoi faire? Quoi faire? À mon avis, déjà, ne pas les provoquer. Il n'y a pas de raison de provoquer le conflit. Il n'y a pas de raison d'aller au-devant du conflit. C'est ce que disait Maître Morihei Ueshiba en Aïkido. Il dit, moi, j'attaque jamais. Par contre, je ne refuse pas le défi. Si jamais on vient m'attaquer, je ne refuse jamais le défi. Ok. Je n'attaque jamais, mais j'accepte le défi.
Si j'attaque jamais et que je vis ma vie, il y a de bonnes chances, et l'immense majorité des praticiens va ne jamais rencontrer la justice, ça va bien se passer pour eux, ils n'auront jamais d'amende, etc. Très intéressant de réfléchir à ça. Pourquoi est-ce que certains passent entre les gouttes? On pourrait essayer de travailler ça. Ça veut dire qu'il y a une façon d'être au monde où vous êtes intouchable. Où personne ne voudra chercher à vous détruire. Où ce que vous faites est tellement beau qu'en fait ça peut que donner envie aux autres, susciter le désir. Mais pas un désir classique, un désir mimétique au contraire. Vous imaginez que c'est difficile quand même, quelqu'un qui viendrait, qui voudrait fermer le cèdre, etc. Ah, ce serait moche quand même. On aurait du mal à se regarder dans la glace, quoi. Un truc beau avec des petits moutons, tout ça, noirs, pas vous, hein, les moutons, noirs. Ce serait très difficile d'aller faire cette violence-là. Alors ça pourrait être une première idée, c'est si ce que vous faites, c'est beau, que vous avez un certain narcissisme, ou ce que vous-même, vous avez de la révérence pour ce que vous faites, vous êtes content de ce que vous faites, je vous assure que personne ne viendra jamais vous agresser. D'être fier de soi suscite l'admiration de l'autre. D'autre part, si vous commencez par des égards vis-à-vis de l'autre, je vais le dire autrement, on va essayer de substituer à la notion de guerre la notion de combat. La notion de combat, c'est que vous êtes convoqué dans l'arène. Vous devez venir vous frotter à l'autre. Et l'autre va venir se frotter à vous. Mais il n'est pas méchant, il n'est pas là pour vous détruire dans le combat. Il est là pour vous aider à prendre votre forme la plus juste. Je vais le dire autrement. Quand vous faites un combat de karaté, quelqu'un qui vous fait une droite en pleine gueule, il n'est pas méchant. Il vous aide à prendre conscience que votre garde n'est pas bonne. Quelqu'un qui vous fauche et qui vous fait tomber au sol, il n'est pas méchant. Il ne vous en veut pas. Il vous aide à comprendre que vous ne tenez pas sur vos pieds. Ah, intéressant. Cet art du retournement, de dire quel est mon centre, où est-ce que je veux amener l'adversaire. L'adversaire m'aide à prendre conscience, il m'aide à trouver mon centre en permanence. Si je retrouve le centre, qu'est-ce que je veux? Quel est mon besoin à moi? Il n'y a plus aucune violence. J'ai transformé cette violence en autre chose. Et la non-violence s'appelle non-violence pour une bonne raison. C'est que ce n'est pas de la bienveillance. C'est de la non-violence, c'est la transformation de la violence en autre chose. Il y a de la violence. Au départ, il y a un mouvement hostile de quelqu'un. Comment j'arrive à le ramener dans mon centre et à l'immobiliser et en faire quelque chose qui ne m'atteint plus, mais qui au contraire m'aide à trouver ma forme la plus belle. M'aide à trouver la prudence, m'aide à trouver le bon chemin dans cette société-là. Donc ça, c'est pour moi assez intéressant à travailler parce que à partir du moment où on est dans cette posture-là, ça ouvre tout un champ de possibles. Un champ de possibles de non-agir d'abord. On en a parlé tout à l'heure, le non-faire. La non-violence, pour moi, c'est d'abord non-agir, ne rien faire. Attendre, regarder, être attentif, être au contact, ressentir ce qui se passe. Utiliser tous ces sens subtils pour essayer d'être au contact de ce qui se passe et d'avoir une sagesse contextuelle. Ça s'appelle la phronésis chez Aristote. C'est l'intelligence du courage. La sagesse contextuelle, c'est cette idée avec qui je peux faire quoi, à quel moment je peux faire quoi. Je dois être au contact du réel, je ne dois pas être dans une idée platonicienne. Je dois être dans le contact du réel aristotélicien, de maintenant, ici, cet instant présent qui est suspendu, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et à chaque fois, ce sera différent. À chaque fois, ce sera un artisanat, ce sera à construire en temps réel. Je ne peux pas avoir de martingale qui marche une fois pour toutes. Ok. D'autres stratégies, encore, dans cette idée du combat. Une fois que j'ai ouvert le champ du non-agir, il m'oblige à un champ de l'agir juste. Je vais dire ça autrement. À partir du moment où je boycotte quelque chose, si nous boycottons quelque chose, les impôts par exemple, il va falloir trouver une autre façon de construire, il va falloir trouver une autre façon de faire. Je vous donne un exemple, il y a des gens qui ont ressorti leurs enfants de l'école ces dernières années parce qu'ils trouvaient que l'école était toxique pour leurs gamins. Moi je suis assez d'accord. À partir du moment où vous faites ça, vous boycottez, mais il va falloir trouver un moyen d'éduquer vos enfants. Trouver un moyen aussi que vos enfants ne soient pas pris par l'aide sociale à l'enfance. En fait, ça ouvre tout un champ où vous allez devoir travailler. Vous allez devoir faire quelque chose pour de vrai. Vous ne pouvez pas vous contenter juste de les retirer du système. Vous allez devoir créer un système alternatif qui en même temps est en accord avec le système. Vous allez devoir connaître les textes de l'éducation nationale pour connaître tous les items et les prérequis pédagogiques pour faire votre fiche de suivi pédagogique de votre gamin pour qu'elle soit nickel pour le jour de la visite de l'inspection.
vous allez avoir une inspection quand même. Si vous êtes seul, vous allez être broyé. Vous ne pouvez être pas seul. Vous ne pouvez pas être seul. Donc vous devez développer quelque chose collectivement. Et donc être une association de parents qui font de l'éducation en famille, par exemple. Et puis au-delà de ça, un syndicat, etc. Et monter les niveaux d'intégration progressifs pour faire face à l'institution qui va essayer de vous broyer. D'accord. Donc vous avez décidé d'une première chose, un non, c'est non. Ça s'arrête là, c'est non. Et ensuite, c'est plein de oui à développer, plein de choses que vous voulez construire pour réussir à rester en compétition et au contact. Compétition, c'est peut-être pas le bon mot, mais au contact avec le réel. Pas partir dans une dérive sectaire. Alors, pour pas être trop long, parce que j'arrive peut-être presque au bout là, je sais pas combien de temps, mais je vais vous donner quelques idées qui me sont venues ce matin, mais dans le cadre de cette médecine chinoise traditionnelle qui serait en conflit, ou des praticiens qui seraient en conflit, on a déjà eu des pistes créatives pour faire autrement. Vous savez qu'en France, il y a Parlons Santé, qui est animé par Fabien et Aurélie, qui réunit des praticiens de plein d'horizons différents au cours d'émissions, en disant on va parler d'hypertension artérielle, aujourd'hui on va inviter un cardiologue, on va inviter un généraliste, on va inviter un médecin chinois traditionnel, on va inviter un ostéopathe, etc. Et chacun va parler de comment il voit les choses. Ce ne sera pas vraiment une discussion, chacun va poser au centre, moi je vois les choses comme ça, j'ai eu des patients comme ci, comme ça, telle chose ça a marché, telle chose ça n'a pas marché. Avec cette idée de ouvrir la découverte les uns des autres, de commencer à parler un langage commun, trouver des points où on peut se retrouver et où on montre sa propre beauté, comme une sorte de potlatch, vous savez, ces réunions des tribus où on se fait des cadeaux les uns aux autres, on se donne des cadeaux, et si vous avez eu un cadeau, vous êtes obligé d'en donner un autre en retour. Si on vous a donné un égard, vous êtes obligé de redonner un égard. Et donc la première chose à faire, c'est de donner des égards à la médecine occidentale, allopathique. Il faut lui donner des égards. C'est très difficile ce qu'ils font. Tous les gens qui sont dans le système de santé actuellement sont dans une immense souffrance. Et c'est pour ça qu'ils se retournent contre vous. On est en train de les exproprier de leur propre domaine de compétences. Année après année, on ferme les maternités, on ferme les petits hôpitaux, on empêche les médecins d'exercer correctement, on met des bâtons dans les roues à tout le monde, il y a des critères qualité à la con, etc. C'est une expropriation. Si vous pensez juste en termes territorial, la médecine allopathique a perdu du territoire. Elle n'en a pas gagné, elle en a perdu. Il y a eu des hôpitaux fermés, des nombres de lits fermés. Ça, c'est le constat objectif, c'est le Sun Tzu, c'est le premier chapitre du Sun Tzu, vous faites le constat objectif des forces. Aujourd'hui, la médecine occidentale allopathique conventionnelle est à bout de souffle en France. Elle est expropriée par une force bien plus puissante. La e-santé, la e-médecine, les opérateurs de la data, qui eux sont en train de grignoter le territoire progressivement, de prendre tous les espaces. On a parlé un petit peu des téléconsultations là, avec Dr Crespi, mais c'est pas du tout anodin, c'est pas pour rien, c'est l'issue d'un combat, et qui est perdu par la médecine allopathique. Et donc la médecine allopathique se retourne sur quelqu'un de plus petit qu'elle. Elle a été humiliée, elle doit humilier quelqu'un d'autre. C'est la réponse mimétique. Nous ne sommes que des êtres mimétiques, nous passons notre temps à refaire en miroir ce qui nous a été fait. Les gens qui ont été battus battront leurs enfants, sauf s'ils arrivent à transformer ça. Je suis passé devant l'Hôtel Dieu à Nantes l'autre jour, hier. Vous avez vu la gueule que ça a ? C'est horrible en fait. C'est immonde, c'est un lieu immonde. C'est carcéral. Dites, on soigne des gens, c'est pas possible. La culture est imprégnée dans la matière. Ce que vous faites est imprégné dans le réel de ce qui est présent au monde. S'il y a des fleurs, si c'est beau, il y a une attention à de la beauté, à de la lumière, c'est en fait ce que vous essayez de faire, de mettre de la beauté au monde. Si vous soignez les gens en faisant des architectures comme celle de l'Hôtel Dieu, là, purée, vous les rendez malades, c'est sûr. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on nourrit les gens. Moi, j'étais dans un centre où il y a beaucoup de nutrition. Et en bas, il y avait des distributeurs de coca et de nuts, quoi. Et on mettait ensemble les obèses et les anorexiques. Alors vous imaginez qu'à l'ascenseur, il y avait des anorexiques qui arrivaient avec la sonde nasogastrique dans le nez, qui voyaient un obèse qui disait elle s'arrachait vite la sonde, et les obèses qui voyaient les anorexiques qui disaient ouais, donnez-moi un Big Mac, quoi. Hop là, il ne faut pas finir comme ça. C'est débile en fait. Les lieux même portaient une espèce de souffrance. D'accord, donc de mettre de la beauté au monde, donc dans vos consultations, et ça, tu en parles dans Parole d'ethnomédecin, hein, vous pouvez jauger un praticien à sa salle d'attente. Il y a plein de choses dans sa salle d'attente sur l'intention qu'il a cherché à mettre.
Est-ce que c'est une vieille revue de merde qui date d'il y a 8 ans, etc. Ou est-ce qu'il vous abonne à Nexus, etc. ou aux éditions Exuvie, voilà, pour que vous soyez un bon complotiste. Ensuite, dans cette idée-là de diplomatie, cette idée des égards dont je vous parlais, on invite en général l'ennemi chez soi. C'est raconté par Jules César dans la guerre des Gaules. Dans la guerre des Gaules, il raconte que les Gaulois sont courageux, qu'ils sont bien organisés, qu'ils ne se battent pas trop entre tribus, qu'ils vivent assez bien finalement, qu'ils ne demandent pas grand-chose à grand monde, ils sont bien. Village d'Astérix, sur toute la France. Et il dit, je ne vais pas réussir à les vaincre militairement. Je ne peux pas. Même avec la tortue, etc. Vous savez, les formations militaires des légions romaines. Il faut que je trouve autre chose. Et il raconte un stratagème. Il dit, je vais inviter les chefs de tribus et les enfants des chefs de tribus à Rome. Et je vais leur faire voir les fastes de Rome, les thermes, les orgies à la graisse d'ours, tout ça. Je ne vais jamais leur dire que c'est parce que je pille les colonies, etc. Mais je vais leur montrer, à tel point qu'à la fin, ils vont en avoir plein les mirettes, ils vont dire « on est vraiment des blaireaux, je voudrais être romain, en fait. On est nuls, nous, les Gaulois. » Et c'est ça qu'il fait, et c'est comme ça qu'il gagne. Et vous savez que ce stratagème a été repris par tout le monde, surtout les Américains, qui évidemment envoient tous les gens doués de leur génération au 3e cycle à UCLA, je sais pas quoi, dans une université ronflante à Stanford, pour que le petit jeune qui revient dise « moi je veux être américain ». Et vous savez que nous sommes américains, déjà. Sauf que l'Empire américain est en train de s'effondrer. Et donc on est dans la fin de cet Empire américain qui ressemble beaucoup à la fin de l'Empire romain, la décadence. Et dans ce moment-là, vous savez peut-être que les tribus barbares apparaissent. Le moment du sauvage, brutal, indompté, vient fracasser le reste de l'Empire romain. Coopère aussi et collabore avec l'Empire romain assez régulièrement, mais vient le fracasser et le terminer. Les tribus barbares sont nombreuses là, il y en a plein. Elles peuvent s'appeler multinationales extra-étatiques, mais elles peuvent s'appeler jeunes avec des kalachnikovs en centre-ville pour aller dans les magasins Gucci. Et voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a l'irruption du sauvage. Les sauvages, c'est une force indéterminée, brutale, mais qui vient comme féconder cette structure qui devenait morte. Spermatozoïdes et l'ovocyte. Et lui redonner de la vitalité. Et quels sont les pivots de régénération des civilisations ? Il y a des gens qui ont réfléchi au cycle de vie et de mort des civilisations comme ça. Notamment un auteur qui s'appelle Spengler, Oswald Spengler et Toynbee, qui disent, bon, bah ok, il y a des cycles de vie, de naissance, d'apothéose, d'illumination du monde, et puis après de déclin, et puis à la fin de mort d'une civilisation. Mais entre les deux, il n'y a pas rien. Entre deux civilisations, il y a des phases transitionnelles chaotiques. Ah. Et Toynbee, il dit, les phases transitionnelles chaotiques sont d'autant plus violentes, profondes et prolongées que les écarts sociaux, culturels et économiques au sein de la société qui se meurent étaient importants. Alors vous imaginez, aujourd'hui, il y a 8-10 personnes qui possèdent la moitié de l'humanité à peu près. Les écarts sociaux, financiers, culturels, ils sont majeurs. Donc il y a des chances que notre phase transitionnelle chaotique soit extrêmement longue, brutale, violente et prolongée. On ne verra peut-être pas la fin, je vous le dis tout de suite. Et quels sont les pivots de régénération à la fin de l'Empire romain ? C'est les gens lassés du système qui s'en vont, qui disent les orgies et la graisse douce, j'ai plus le goût, c'est un peu gras sur la vésicule, je me sens un peu ballonné après. J'ai plus le goût de ce monde matérialiste, du cursus honorum, de tout qui est mercantilisé, il faut des sesterces pour acheter, pour même dire bonjour à son voisin, j'en peux plus. Et ils partent, et ils s'appellent Honorat d'Arles, Jean Cassien, et ils fondent les premiers ordres monastiques. Premiers ordres monastiques qui transmettent le savoir. Vous savez que les moines, ils copient. Ils ont des grands scriptoria avec des énormes cheminées pour ne pas trembler. Et ils copient le savoir sumérien, le savoir égyptien, le savoir du temps passé, le savoir arabe. Et ils le transmettent. Tiens, vous vous souvenez, quelqu'un a dit ça tout à l'heure. A dit, il faut qu'on passe à travers cette tempête en laissant des graines, en laissant des choses pour les générations futures, en transmettant le savoir, en gardant une sorte d'orthodoxie sur certains savoirs pour les transmettre et qu'ils soient là, soient donnés. Après, ils deviendront ce qu'ils deviendront. Et ces ordres monastiques, ils bêchent la terre dès le matin. Tac, tac, ils ont une bêche et ils font des légumes. Ils font des choses très concrètes. Ils font à manger. Ils soignent les gens pour de vrai. C'est pas de la théorie, c'est pas la médecine 4P avec ChatGPT, etc. Non, c'est tous les jours, on va au turbin et on voit des malades. On voit des vrais gens. Des gens qui souffrent. Et on les soigne. Et ils ouvrent leur table de manière complètement étonnante avec ce qui va s'appeler l'hospitalité.
Tiens, c'est bizarre, c'est quoi cette idée? Dans un monde entièrement mercantilisé où il faut des sesterces pour dire bonjour à son voisin, là, il n'y a pas de sesterces, il n'y a pas d'argent. Tu viens, tu as à manger. Viens dans le monastère, tu es accueilli, il y a un accueil inconditionnel. C'est intéressant aussi ça. C'est-à-dire que si j'échappe à la question financière au sein des médecines, à la question économique, peut-être je prends moins de risques. Tout à l'heure, Jessie nous a dit, souvent c'est la DGCCRF qui vient pour des activités commerciales non conformes. Soyez des activités non commerciales. Peut-être que vous pouvez être, on peut trouver plein de voies de contournement, être créatif de manière ingénue. Hein. Peut-être que vous êtes une assoce, vous recevez des dons, chacun paye comme il peut, et puis à la fin vous voyez bien, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste ce que je fais? Et je sors, j'ai plus d'URSSAF, j'ai plus de... Oh, merci Seigneur. Il y a peut-être d'autres façons de faire. L'autre chose, c'est vous risquez des amendes. Mais quoi? Provisionnez vos amendes. Soyez un groupe, vous avez besoin de serrer les coudes entre tribus. Si vous êtes juste tout seul en train d'exercer, effectivement, vous allez vous faire défoncer. Si vous êtes un groupe qui dit, bon, ok, on va tous mettre de l'argent de côté pour ceux qui auront des amendes, et il y a déjà une provision qui est faite pour payer l'avocat, pour payer les amendes, personne n'a peur. La peur disparaît, la créativité renaît. À partir du moment où vous n'avez plus peur, vous êtes libre. Mais ça veut dire travailler ensemble et en groupe sur nous-mêmes d'abord, avant de vouloir travailler contre la médecine occidentale. Et ça, c'est le plus dur, hein, il y a le putain de facteur humain. Ensuite, vous avez plein de brèches. Vous pouvez faire des chevaux de Troie. Aujourd'hui, dans la médecine occidentale, on tolère des pratiques complémentaires de soins, on appelle ça comme ça, notamment en cancérologie. Tant que vous filez des chimios aux gens, c'est bon, vous ne touchez pas au Grisby. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire... Donc il faut investir ça, hein, bien sûr. Il faut aller dans un centre pluridisciplinaire de cancérologie et dire, vous savez quoi, moi je peux vous montrer des choses. Et petit à petit transformer culturellement. Et l'oncologue qui fait sa prescription de chimio à la con, et c'est même plus lui qui l'a fait, hein, c'est un logiciel d'intelligence artificielle, en fonction de la génétique du cancer, du poids, de la taille, etc., qui prescrit la dose mètre carré, et il maîtrise même plus ce qu'il fait. Il ne fait que gérer des effets secondaires. Ah, super, merci, super boulot. Là, vous lui dites, tiens, regarde, tu peux retrouver de l'artisanat. C'est toi qui fais, c'est personne d'autre là. Et il y a une nostalgie de l'artisanat dans un monde industriel. Dans un monde industriel où tout est froid, où vous n'avez plus d'importance, où l'humain est nié, sa créativité est niée, il y a une extraordinaire séduction de l'artisanat et de la capacité à faire par soi-même. C'est la séduction de l'hypnose, c'est la séduction de la médecine chinoise traditionnelle, de plein d'autres. C'est vous qui faites, c'est personne d'autre là. Ok. Le champ de la naissance et des sages-femmes, il est déjà investi. Mais si, imaginez, le Cèdre invite une fois par mois, c'est les jeudis du Cèdre, je ne sais pas, on l'appelle comme on veut, les mardis du Cèdre, et invite un médecin à venir parler. C'est pas vous qui allez parler, c'est le médecin qui va parler. Vous l'invitez à parler. Vous savez, quand vous voulez soigner quelqu'un, vous ne commencez pas par lui parler, vous commencez par l'écouter. Notre médecine occidentale, allopathique, moderne, avec sa violence, qui cherche à détruire les autres, est malade. Elle est très malade. Elle a besoin de soins. Elle n'a pas besoin de violence mimétique en retour. Elle a besoin d'un accueil inconditionnel qui lui dit « Viens me raconter ce que tu as sur le cœur, viens là, viens pleurer sur mon épaule. » Et vous ne faites pas pleurer, vous lui demandez de vous raconter ce qui est beau chez lui. Qu'est-ce que tu fais qui est bien? Et vous validez ce qui est bien. Parce que si l'autre arrive à se voir sa propre beauté à travers vos yeux, il verra la vôtre aussi. Qu'imaginez un généraliste ou un cardiologue qui vient vous parler d'hypertension artérielle. Puis il y a tous les élèves du Cèdre, plus la communauté des gens qui suivent le Cèdre, etc., qui l'écoutent. Et lui, il va être très content de venir déjà. Il a une rançon narcissique. Et d'un coup, il va voir la beauté de l'endroit. Il dit « Waouh, c'est quand même chouette ce que vous faites. Il y a un dispensaire, il y a une école et tout ça. Ça y est, vous avez réussi. Il n'y a plus de guerre. » Ah, c'est le dernier point sur lequel j'arrive et après je termine. Je laisse place aux questions s'il y a un peu de place. La guerre n'existe qu'entre des institutions. Dès que vous reprenez des humains un par un, les grains qui composent ces institutions, il n'y a plus de guerre. Ça s'arrête tout de suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous mettez des gens sur Twitter et vous les faites discuter sur Twitter. Vous savez, on vient vite à... C'est pas pour ceux qui suivent Twitter, hein, ça vient vite assez violent. Hein. Par contre, vous prenez les deux mêmes personnes, vous les mettez face à face. Dites-moi alors, qu'est-ce que vous aviez à vous dire? La rencontre des regards, des visages, fait que c'est tout de suite apaisé. Mon frère humain ou ma sœur humain, difficile de lui faire du mal comme ça, pour pas un rond, quoi. Souvent, il faut se réfugier derrière, c'est la norme, c'est la loi, hein, c'est la règle, c'est ça qu'il faut faire, le langage administratif, Amtssprache. Je parle pas allemand, je parle germaniste, Amtssprache, en allemand. Désolé, quand je parle allemand, j'ai l'impression de vomir. Petite séquelle de la Deuxième Guerre mondiale. Et transgénérationnel pour mon grand-père qui était résistant. Mais
c'est le langage de bureau, c'est cette déresponsabilisation qu'il y a des gens de la DGCCRF par exemple, qui disent non, c'est pas la norme. L'accès handicapé, il n'est pas comme il faut, etc. Ils se réfugient derrière ça. Essayer de retoucher l'humain, quoi. L'humain pour de vrai, en dehors de la norme. Le grain qui composait l'institution. Je vous ai raconté peut-être plusieurs fois, hein, mais je me souviens d'une journaliste de BFM qui voulait m'interviewer en tant que BFM. Et j'ai refusé, j'ai dit non, c'est pas possible. Par contre, je vous répondrai quand vous serez sorti de BFM, vous serez libre, et là, on fera une interview ensemble. Et ben, elle a fini par démissionner de BFM, et elle est revenue me voir pour m'interviewer. Là, j'ai accepté. Alors, je vais vous raconter une dernière histoire pour finir. J'étais chez quelqu'un qui s'appelle Gilles Denis. Gilles Denis, il n'est pas apiculteur, il est berger des abeilles. Il vit au fin fond de l'Ardèche. Pour aller chez lui, il y a une pente comme ça, et sur le petit flyer qu'il donne, il dit « Prendre sans peur la pente que vous ne remonterez jamais ». C'est en boue en plus, quoi. On sait que ça va patiner, etc. Puis on arrive, il y a 500 ruches, il a sa yourte au fond. Waouh, je suis tombé où là? Puis on commence par parler d'apiculture. Ouais, comment on fait ci, ça, ça. Venez, on va être avec les abeilles. Il nous emmène avec les abeilles. Il nous dit, bon, restez là un moment, puis il part. Bon, on se regarde, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien, on est avec les abeilles, on attend. Il revient un quart d'heure plus tard, il dit, il y en a encore 3 qui sont pas dedans là. Sans nous avoir rien demandé. Hein. Il repart. On a payé un stage et tout, le monde est un peu décontenancé, qu'est-ce qui se passe? On va faire de l'apiculture. Puis il revient et fait, ouais, bon, peut-être c'est bon là, je le sens, c'est bien. Et effectivement, l'ambiance du rucher a changé, le bruit a changé. Et on va vers un rucher, il prend une ruche panier, qui sont dans des apiers, des ruches en paille tressée, qui sont comme quelque chose de chaud, comme un animal. Et il la retourne, et puis il nous fait mettre les mains dans la ruche, sans protection, sans rien, avec les abeilles qui nous montent dessus, etc. Puis il nous dit, voilà, c'est ça, être avec les abeilles. Vous n'avez pas d'intention. Vous ne cherchez rien. Vous êtes avec les abeilles. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de piqûres, il n'y a plus de violence, il n'y a plus de peur mutuelle. Vous êtes avec les abeilles. Et tout le week-end, on a fait de l'apiculture comme ça, en étant avec les abeilles, sans se faire piquer. Sauf moi, une fois, parce qu'il me dit, va mettre une grille à reine, et donc je suis concentré sur le fait de mettre une grille à reine, et je ne pense plus aux abeilles. Et bam, je suis piqué. Directement, l'animal me rappelle, tout de suite, de manière mimétique, que je viens de changer mon intention, ma vibration dans ma relation avec lui. Que je ne cherche plus juste à être, mais que je cherche à obtenir quelque chose de lui. Et ça, c'est insupportable. Bah, rappel à l'ordre, il vient de piquer. Le truc est tellement étrange qu'à un moment, Gilles nous raconte, ah ben, on est en pause, on est 3 un petit peu avec lui, là, dans tout le groupe, un peu à part. Il dit, ah, je faisais un jeu quand j'étais enfant, je m'amusais devant la planche d'envol à attraper les faux bourdons. Ah bon? Non, c'est interdit en apiculture d'aller devant la planche d'envol, mais il y a tous les abeilles qui passent, surtout à l'heure de pointe, et il nous dit, venez, on va le faire, et tout ça. Et on se retrouve devant la planche d'envol avec toutes les abeilles qui passent autour, comme ça. Une espèce d'être quantique qui nous entoure. Et on joue à attraper, comme des enfants, les faux bourdons qui ont des gros yeux et qui sont un peu plus gros que les autres. Et à regarder, ah c'est bien un faux bourdon, et à le laisser repartir. Et je me retrouve à faire ça, moi qui suis peureux, et qui m'était fait piquer tout ça. Grâce à Gilles qui accompagne ce moment de paix profond. Arrive la fin du stage, et on est assis avec Gilles, et je suis en train de discuter avec lui, il n'y a plus que moi. Et ma femme arrive avec les enfants, qui avaient passé le week-end à côté voilà, parce que moi je faisais le stage. Et elles arrivent et les enfants arrivent, et il y avait encore une ruche ouverte. Et les enfants arrivent, je regarde Gilles du coin de l'œil, il me dit pas de stress. Donc je les vois, et les enfants mettent la main dans leur ruche et commencent à percer les alvéoles dans les rayons de miel, et à prendre du miel au bout du doigt comme ça, et à le sucer, avec les abeilles dedans. Moi je suis tétanisé, on s'est criblé de... Et pouf, et hop, elles repartent. Ah c'est bon, elles jouent, elles partent. Et Gilles il me dit, bah ouais, c'est ça en fait. C'est l'ingénuité, la beauté de ce qui est en train de se passer. Les enfants arrivent et n'ont aucune pensée particulière. Ils arrivent avec toute ingénuité de ah, c'est chouette ce miel, c'est bon. Et les abeilles leur offrent, leur donnent. On est en permanence en train de jouer avec un monstre, en train de jouer autour de nous avec quelque chose qui fait peur potentiellement, quelque chose qui nous pique, quelque chose qui... Quelle est l'intention avec laquelle on aborde ça? Est-ce que c'est celle d'un enfant qui est même capable de rentrer à l'intérieur de la ruche et d'en puiser les plus beaux morceaux sans encourir aucun risque, ou est-ce qu'on a peur et on est en train de mettre la grille à reine et on est cherché et là on se fait piquer. Ouais, je terminerai là-dessus. Vous avez des questions? Non ?
réflexion toute personnelle. Quand on est condamné à mort socialement, brutalement, de façon totalement arbitraire, imbécile, suspendu, par quelle étape on passe, comment on revient à la vie sociale, à la vie économique, parce qu'il faut quand même se payer un super bien bouffé. Quelles sont les différentes étapes? La première, c'est la peur de se retrouver. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, forcément, il y a eu une loi du 5 août 2020 qui a suspendu les soignants qui ne voulaient pas se faire vacciner par les vaccins ARN ou ADN modifiés. Et cette suspension induisait le fait d'être déchu de ses droits sociaux. Pas de salaire, pas de possibilité de postuler à Pôle emploi, pas de cotisation retraite, pas de rien, pas de possibilité de prendre ses congés payés, de récupérer quoi que ce soit. Tout avec une perversion, c'est que vous restiez quand même salarié. Et donc, vous aviez, en tout cas pour moi par exemple, pas le droit de trouver un autre emploi parce que j'ai un contrat d'exclusivité avec l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et donc il n'y avait pas possibilité. Et donc le premier mouvement, c'est la peur de dire je ne vais pas réussir à survivre. Surtout qu'on était deux à faire ce choix-là dans la famille. Donc très vite, le coup de fouet de se dire il faut que je trouve de quoi bouffer. Donc j'ai écrit des livres, j'ai fait des conférences, mais en fait, très rapidement, il y a plein de gens qui ont aidé, il y a eu plein de soutien. Et moi, c'est surtout ça que je retiens, c'est l'extraordinaire mouvement d'entraide qui s'est passé à ce moment-là. Entre gens déchus, mais aussi avec des gens encore dans le système. Et au fond, la peur était illégitime. À la fin, elle était irrationnelle. Et quoi, on n'aura plus de baraque? On peut habiter chez tes parents. Ça va, on aura un toit. On est en France en 2024. On ne sera pas à la rue. On n'aura rien à bouffer. En 2024, en France, c'est pareil. On n'aura pas rien à bouffer. On va toujours trouver. Ouais, on va toujours trouver si on est en lien avec d'autres gens. Et pour moi, c'est la clé. C'est est-ce que vous êtes toujours en lien avec d'autres ou est-ce que vous avez coupé tous les ponts? Et c'est la grande clé à travers tout ça. C'est cette double dimension du travail individuel sur ses propres peurs et d'aller chercher à l'intérieur la créativité et l'idée qu'on fait partie de plus grand et qu'on a besoin des autres. Et que les deux vont ensemble. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Il y a besoin de l'étincelle verticale individuelle et de la cohérence collective qui soutient et donne l'appui matriciel qui nous permet de prendre notre essor et d'accomplir ce qu'on a à accomplir. Il n'y a aucune action qui s'accomplisse sans les autres. Il y a un auteur qui s'appelle Giorgio Agamben, qui est un spécialiste du totalitarisme et qui a parlé de ce qu'on appelle homo sacer. L'homo sacer, c'est celui qui déchute de ses droits sociaux dans la Rome antique. Et on peut lui cracher dessus, on peut le taper, on peut le tuer même. On n'encourt aucune peine. C'est ce qui s'est passé pour les suspendus. C'est ce qui se passe pour beaucoup de gens en fait dans notre société, au-delà des suspendus même. Et ça va se passer pour de plus en plus de gens, d'être déchus de ses droits sociaux. Et son livre, il s'appelle Homo sacer ou la vie nue. C'est-à-dire que l'homo sacer, il revient à la vie nue. La vie sans les oripeaux des droits sociaux, de la convention collective. Il revient à là, tout de suite, qu'est-ce que je suis ici et maintenant, moi, avec mon énergie vitale et mon lien aux autres. Et si, au fond, toutes nos constructions sociales, collectives, c'est faux. C'est de l'illusion. Vous pensez que parce que vous avez un livret A avec 20 000 balles ou que vous avez une assurance vie, vous allez bien vivre votre fin de vie. C'est une illusion. C'est pas ça qui est important. Vous aurez beau avoir tout le pognon du monde, vous savez que votre EHPAD va vous sucer tout votre pognon avant de mourir, quoi. Et donc, c'est pas ça. C'est est-ce que vous êtes en lien avec d'autres gens qui prendront soin de vous? Donc je dis tous les jours à mes enfants, je prends soin de vous, mais vous prendrez soin de moi. Hein, j'y compte bien. Et on n'a pas d'assurance sur l'avenir. On passe notre temps à essayer de construire des assurances sur l'avenir. Comme si on avait peur d'affronter le mouvement perpétuel de la vie. Donc en fait, au fond, le fait d'être suspendu a remis une grande créativité, une grande mobilité. Pour moi, c'est une période tout à fait bénie, où j'ai pu être avec ma femme au quotidien tous les jours et m'apercevoir que j'étais très bien avec elle et que j'étais très heureux d'être avec elle. Comme on était dans un activisme non économique, au fond, on n'avait pas de pression économique réellement. Par contre, on pouvait aller pique-niquer sur la plage, si on avait envie, et prendre enfin un petit peu de temps pour nous. Et ça, c'était très précieux. Moi, je suis triste qu'elle retravaille. Et ça a permis de se dire aussi à quel endroit j'ai envie de mettre de l'énergie. Est-ce que tout le travail que je faisais était vraiment au bon endroit?
Et pour moi, une des clés, j'en ai pas parlé, mais dans cette histoire de conflit, de guerre, de combat, c'est la joie. La joie. La joie et la paix comme boussole, à travers la tempête. Vous savez, dans les tempêtes, on a un compas, on fait les relèvements, etc. Viser la joie, viser la paix, là, ça permet de traverser toutes les tempêtes pour moi. Ça paraît peut-être un peu théorique, mais je vous en témoigne vraiment. C'est une période absolument étonnante de créativité qui a eu lieu. Je ne pensais pas que j'étais capable de faire une conférence, de faire des livres, de faire des films. J'étais pas destiné à ça au départ. Pourtant, c'est arrivé. Donc, ouais, merci. Merci la suspension, au fond. Alors, je dis ça moi, mais je suis bien conscient qu'il y a des gens qui en sont morts. Des gens qui sont suicidés, d'être suspendus. Voilà, moi, ça me pousse à la compassion, maintenant. Et ça fait partie de ce qui nous anime probablement aujourd'hui, cette idée du soin. Vous avez compris à travers ce que je vous ai dit que j'ai essayé de transformer l'idée de guerre en l'idée d'un soin. Qu'il s'agissait de soigner notre monde. Et il n'y avait aucun espoir que ça allait marcher. Parce que ça, au fond, ce que va faire le Conseil de l'Ordre, ce que vont faire la médecine conventionnelle, c'est à eux, c'est pas à nous. Ça ne dépend que d'eux. Et il faut les laisser en souveraineté là-dessus. C'est toute l'idée de la communication non violente. Je ne cherche pas à obtenir, c'est comme mon histoire avec l'abeille, je ne cherche pas à obtenir quelque chose d'elle. Je fais juste, je suis avec toi, je t'accompagne. Je vais dire un mot personnel. Je suis chrétienne et je crois en Christ amour qui guide ma vie et qui est exactement, qui demande exactement dans les évangiles tout ce que vous dites. Cette religion catholique a pris ce Christ un peu en otage en disant que c'est par nous que ça passe et pas par ailleurs, et plus personne ne va dans ce système-là parce qu'il est obsolète, démodé, et il ne plaît pas du tout aux gens d'aujourd'hui, alors que c'est aussi la même ouverture que celle dont vous parlez. Donc je me pose beaucoup de questions en disant pourquoi ne pas aussi relier les choses. Et c'est vrai que l'Église catholique en tant que telle a pris tellement de place et de pouvoir et a fait tellement de conneries, entre guillemets, qu'on ne peut plus croire au message d'amour qui est apporté dans cette religion. Merci de ce partage. Pour moi, c'est difficile publiquement de m'exprimer sur les questions de religion ou de spiritualité parce que j'ai été élevé dans un univers laïque assez fort, donc, où la religion et la spiritualité font partie de quelque chose de l'ordre de l'intime et ne devraient pas être discutés publiquement. Donc c'est pas facile pour moi de répondre à la question, à votre remarque, mais je ressens effectivement que les religions ont trahi, quelles qu'elles soient, donc les structures institutionnelles sont en train de s'effondrer, toutes, et y compris l'Église catholique, et y compris je sais pas quoi, on a eu cette surprise, voilà, que chez les bouddhistes ils aient appelé à se faire vacciner, que chez les chrétiens on ait dit, chez les catholiques, le Vatican ait dit la vaccination est un geste d'amour. De quoi vous parlez en fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Et je pense que c'est vrai des religions, mais c'est vrai de toutes nos institutions, toutes nos structures institutionnelles, qui seraient les piliers sur lesquels repose notre société, stabilisés avec des ordres et des hiérarchies de pouvoir qui sont bien définies, où on est capable de s'orienter, en fait sont en train de s'effondrer. Et ça c'est extrêmement inquiétant. Il y a comme un moment où on vacille un peu sur nos pattes. Et justement, aller repuiser dans la tradition, dans le passé, que ce soit les praticiens ou que ce soit des spiritualités qui avaient trouvé leur forme, je pense que c'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui s'appelle Rob Dreher aux États-Unis, qui est un chrétien conservateur, qui a écrit un livre intéressant qui s'appelle Le Paris bénédictin, je crois que c'est ça. Dans le Paris bénédictin, il dit un petit peu ce que je vous ai dit sur les ordres monastiques, c'est-à-dire il ne s'agit pas là de transformer ce qui se passe, c'est en train de s'effondrer. Ok, on en prend conscience et on essaie de traverser ça. Et pour moi, il y a un enjeu très important, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre ici et maintenant. Si je suis en guerre, si j'ai peur, si je passe mon temps à me poser des questions sur le Conseil de l'Ordre, ou je sais pas quoi, je vais vivre avec cette colère, cette peur, cette souffrance, cette peur. Et mon quotidien sera contaminé. Donc la guerre est déjà perdue. C'est-à-dire l'autre a déjà une emprise sur moi qui fait que en fait, il me force à penser même à lui. Et ça, c'est la perversion. Hein. Peut-être vous avez eu des collègues pervers narcissiques, mais moi, ça m'est arrivé, j'en ai eu. Je pensais à eux dans ma douche.
J'ai dit, mais c'est pas possible, hein, on ne peut pas être 2 dans cette douche, quoi. Il n'y a pas la place. Et on est beaucoup trop nombreux dans cette douche. Et donc, il y a un moment, il faut arriver à se mettre une sorte de pellicule de protection sur soi-même. Et cette pellicule de protection, elle est assez fine, elle est rompue en permanence, mais il y a des choses qui l'entretiennent. Et il ne s'agit pas de dénier, hein, il ne s'agit pas de faire semblant que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de conflit, etc. Il s'agit de remettre à jour en permanence notre frontière, notre armure, en disant, voilà, moi je m'arrête là. Et il y a des pratiques pour ça. On a parlé de la méditation, on a parlé du rire, le partage de beauté, aller se mettre dans la nature et tout ça. En fait, il y a plein de choses où nous savons que ça nous fait du bien. Et bizarrement, nous ne le faisons pas. Il y a comme un paradoxe. C'est-à-dire, on sait ce qui nous fait du bien, mais on ne le fait pas. Ça s'appelle l'akrasie chez les Grecs, akrasia, l'insuffisance de la volonté. Je sais qu'il ne faut pas fumer, pourtant je fume. Je sais qu'il faudrait que j'aille dans la nature, faire du sport, et pourtant je ne le fais pas, etc. Et parce que nous sommes mus par toute autre chose que la raison. Nous sommes des êtres pourris d'émotions. On ne sait pas pourquoi on fait les choses. On pense qu'on sait, on se donne des raisons a posteriori, on raconte des histoires, mais c'est faux. Et par contre, les autres peuvent nous aider. Dès que vous vous mettez à plusieurs à mettre en place une pratique, elle arrive. Et pour moi, c'est la force du rituel. J'en ai parlé plusieurs fois pour rebondir sur ce que vous disiez. C'est que je pense qu'aujourd'hui, un des noyaux de régénération, c'est la ritualisation collective, la célébration collective, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça peut s'appeler aller à l'aïkido le jeudi soir, aller au stade le mardi, aller faire de la voile avec les copains, aller faire un bar. On s'en fout en fait. C'est un moment, se réunir ensemble et célébrer le beau, le vrai, le juste, le joyeux, etc. Et recharger les batteries individuelles et les batteries collectives. Et plus que ça, encore, c'est que chaque fois que vous célébrez quelque chose ensemble, vous chargez la matière, vous chargez les lieux même où vous êtes, de l'énergie que vous êtes en train de célébrer. Et donc si vous passez votre temps sur Twitter à regarder les trucs glauques d'Ursula von der Leyen, vous stabilisez ce truc-là, vous chargez l'internet de ces trucs dégueulasses. Une fois que vous en êtes conscient, l'enjeu c'est pas de le célébrer comme un rituel où vous auriez comme une espèce d'idole que vous maintiendrez à distance. Ah, t'as vu la dernière d'Ursula ou je sais pas quoi. Et en fait vous créez un monstre. Vous pensez que vous le maintenez à distance, mais en fait vous pouvez plus vous en séparer. Il fait partie de votre réalité. C'est devenu une sorte de veau d'or que vous vénérez tous les jours en lui prêtant de l'attention. Si vous voulez vaincre un ennemi, il faut l'étudier, le comprendre, rentrer à l'intérieur, aller dans son territoire, parler sa langue, comprendre ses enjeux, le complexifier. Je ne parle pas d'Ursula, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si quelque part l'enjeu judiciaire vous fait peur, étudiez-le, rentrez dedans, prenez toutes les clés, reprenez les jurisprudences, regardez les histoires, allez interviewer les gens qui ont eu des procès, etc. Plus vous allez connaître l'ennemi, moins vous en aurez peur. Plus vous allez voir qu'en fait il est complexe, qu'il est nuancé, ambigu, paradoxal à plein d'endroits. Et ça pour moi c'est un des enjeux, c'est transformer la fascination morbide en, au contraire, une étude patiente, attentive du réel avec toute sa complexité. Ce que je veux dire par là, c'est que même au forum économique de Davos, il y a peut-être des gens bien. Donc il faudrait y aller. Ouais. Aller gratter, quoi. Et qui cherchent à faire le bien. Je reviens juste un dernier mot sur cette histoire de célébration. Je suis un peu bavard, excusez-moi. Si vous prenez une école pour les enfants, une école primaire, avec les platanes, les petits toboggans, les petites mains, vous savez, colorées, tac-tac, les petites cartes de géographie. Le lieu lui-même, même s'il n'y a pas d'enfants, est chargé de l'énergie qui est développée. L'apprentissage, la vie sociale, toutes les complexités que ça peut avoir, les copains, pas les copains, les conflits, etc. Et la découverte du monde et la joie. C'est là. Vous passez à côté d'une prison, en revanche, ou de l'hôpital, de l'Hôtel-Dieu, vous ressentez toute la noirceur de ce qui s'y passe, toute l'horreur de la privation de liberté, etc. Donc les lieux sont chargés. Et j'ai une anecdote là-dessus, j'en suis rendu compte. Je visitais une petite abbaye qui avait été rénovée à côté du lac de Serponçon, pas très loin de chez moi, au-dessus, dans les Alpes. Et je passe dans le lieu, sans plus, c'est joli, mais voilà, sans plus. Puis je vais dans une petite chapelle et je m'assois et là, une espèce de douche d'énergie, je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Vraiment quelque chose. Et puis je ressors, ne comprenant pas vraiment, et la guide est en train de passer en faisant une visite guidée aux autres, et dit, elle parle à son groupe, et elle dit, bon bah là, dans l'église, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de célébration. Par contre, dans la petite chapelle, au fond, là, il y a des célébrations. Ah, là, je prends conscience, c'est à cet endroit-là que les gens prient. Ah, donc le lieu lui-même est chargé de cette énergie de prière. Et ça, c'est un peu confondant, ça veut dire,
on a cette force, cette puissance incroyable qui nous est cachée, qui est occulte. C'est intéressant le terme occulte dans les sciences occultes. Elles sont cachées. Pourquoi elles sont cachées? C'est intéressant. Pourquoi elles ne doivent pas être mises en lumière? On a ce pouvoir-là de charger la matière. Et les marchands l'ont très bien compris. Au stade Vélodrome, 60 000 places. Vous imaginez 60 000 personnes en cadence, en train de taper sur des tam-tams ou de faire quelque chose? Mais on a gagné toutes les guerres, hein, je veux dire, c'est comme le haka de l'équipe de Nouvelle-Zélande, mais il faut 60 000, quoi. Les mecs en face, ils s'enfuient en courant, quoi. Donc il y a une puissance dans la mise en résonance de 60 000 personnes qui est absolument phénoménale. Jusqu'à faire effondrer une tribune à Furiani, hein, par exemple. Donc c'est vraiment très puissant. Déjà, quand juste nous, on chanterait ensemble, ça aurait de la gueule. Vous imaginez 60 000 personnes qui chantent Macron enculé? Pardon, je vous couperai. Ça a de la gueule. Et c'est arrivé, hein, je ne dis pas qu'il faut le faire. Voilà, c'est une expérience qui s'est passée. Donc, voilà, et excusez-moi, c'est de la grossièreté gratuite. Ouais, bah, les marchands l'ont compris parce qu'ils capturent cette énergie directement. Et maintenant, ça s'appelle Orange Vélodrome. Le naming, Orange, suce l'énergie des gens qui sont en train de se mettre en résonance. Et donc, pour moi, il y a cette idée qu'au sein de nos familles, de nos groupes d'amis, etc., de célébrer de manière rituelle les choses de manière régulière. Et de se recharger soi, et de recharger les lieux, et de charger l'Internet même de ça. Parce que nous sommes capables d'injecter dans l'Internet de la beauté, de la joie, de la paix. Et c'est ce qu'on a découvert dans Info Covid. Nos réunions se passaient sur Zoom. Mais ces réunions sont devenues presque addictives pour certains. Parce qu'elles leur permettaient de tenir le coup à travers ce qu'on faisait. C'était très ritualisé. La météo intérieure, le temps de centrage, l'annonce des officiers du cercle, donc le secrétaire, le facilitateur, le gardien du temps, les quelques règles du cadre de sécurité, etc. C'est toujours pareil. Et puis après, on discutait. Et on travaillait extrêmement bien. Donc on a réussi à charger, et y compris Zoom, de quelque chose de plutôt chouette. Donc à nous d'injecter du beau, du vrai, du juste dans ce monde qui en a bien besoin. Et je pense qu'il n'y aura pas trop d'une vie pour faire ça.